Salut, c'est Cass d'Ouvre ton Grelier. J'espère que tu vas bien et j'espère que ce que je vais te lire va te plaire. Ce que je vais te lire, ce sera le chapitre complément métapsychologique à la théorie du rêve dans Sigmund Freud Métapsychologie. À diverses occasions, nous pourrons faire l'expérience de l'avantage qu'il y a pour notre recherche à établir des comparaisons avec certains états et phénomènes que l'on peut considérer comme prototypes normaux d'affection pathologique. Parmi ceux-ci, on peut compter des états comme le deuil et l'état amoureux, mais aussi l'état du sommeil et le phénomène du rêve. Nous ne sommes pas habitués à beaucoup méditer sur le fait que l'homme, chaque nuit, dépouille les enveloppes dont il a recouvert sa peau et aussi éventuellement les accessoires qu'il utilise pour compléter ses organes corporels dans la mesure où il a réussi à camoufler leur déficience par un substitut. Lunettes, cheveux, postiches, fausses dents, cheveux postiches, fausses dents, etc. On peut ajouter qu'en allant se coucher, il dévait de façon tout à fait analogue son psychisme. Renonçant à la plupart de ses acquisitions psychiques, de sorte que des deux côtés, il se rapproche à l'extrême de la situation qui fut le point de départ de son développement. Le sommeil, du point de vue somatique, est une reviviscence du séjour dans le corps maternel dont il réalise certaines conditions. Position de repos, chaleur et mise à l'écart de l'excitation. Bien des hommes reprennent même dans le sommeil l'attitude corporelle du fœtus. L'état psychique des dormeurs se caractérise par un retrait presque total du monde environnant et par la suspension de tout intérêt pour lui. Lorsqu'on étudie les états psychonévrotiques, on est chaque fois amené à mettre en évidence ce qu'on nomme les régressions temporelles, le quantum, propre à chacun d'eux, du retour en arrière dans le développement. On distingue deux régressions de ce type, celle qui concerne le développement du moi et celle qui concerne le développement de la libido. La seconde va dans l'état du sommeil jusqu'au rétablissement du narcissisme primitif, la première jusqu'au stade de la satisfaction hallucinatoire de désir, jusqu'au stade de la satisfaction hallucinatoire du désir. Ce qu'on sait des caractères psychiques, ce qu'on sait des caractères psychiques de l'état de sommeil, on l'a naturellement appris par l'étude du rêve. Certes, le rêve nous montre l'homme pour autant qu'il ne dort pas, mais il ne peut cependant manquer de nous dévoiler aussi à cette occasion des caractères du sommeil lui-même. L'observation nous a révélé certaines particularités du rêve qu'au premier abord nous ne pûmes pas comprendre et qu'il nous est maintenant facile d'intégrer à nos connaissances. Ainsi, nous savons que le rêve est absolument égoïste et que la personne qui joue le rôle et que ainsi nous savons que le rêve est absolument égoïste et que la personne qui joue le rôle principal dans les scènes s'avérera toujours être la personne propre. Eh bien, c'est là une conséquence évidente du narcissisme de l'état de sommeil. Narcissisme et égoïsme se recouvrent en effet. Le mot narcissisme ne fait que souligner que l'égoïsme est aussi un phénomène libidinal, ou bien, pour s'exprimer autrement, le narcissisme peut être défini comme le complément libidinal de l'égoïsme. On comprend également les capacités diagnostiques du rêve qu'on reconnaît généralement en les tenant pour énigmatiques.
Des souffrances corporelles débutantes sont souvent ressenties plus tôt et plus clairement qu'à l'état de veille, et toutes les sensations corporelles du moment se présentent grossies à une échelle gigantesque. Ce grossissement est de nature hypocondriaque. Il présuppose que tout investissement psychique a été retiré du monde extérieur sur le moi propre. Il rend alors possible la reconnaissance précoce des modifications corporelles qui, pendant la veille, seraient encore quelque temps passées inaperçues. Un rêve nous indique qu'il s'est produit quelque chose qui voulait perturber le sommeil. Un rêve nous indique quelque chose qui voulait perturber le sommeil. Et il nous permet de saisir la façon dont on a pu se défendre contre cette perturbation. Finalement, le dormeur arrivé, il peut poursuivre son sommeil. À la place de la revendication interne qui voulait qu'on s'occupe d'elle, un événement externe est survenu, dont la revendication a été liquidée. Un rêve est donc aussi une projection, l'extériorisation d'un processus interne. Nous nous rappelons que nous avons déjà rencontré ailleurs la projection, au nombre des moyens de défense. Dans la phobie hystérique également, le mécanisme atteignait son point culminant lorsque l'individu pouvait se protéger par des tentatives de fuite d'un danger externe qui avait pris la place d'une revendication pulsionnelle interne. Mais nous nous épargnerons de donner une explication fondamentale de la projection jusqu'à ce que nous soyons arrivés à décomposer en ces éléments l'affection narcissique dans laquelle ce mécanisme joue le rôle le plus frappant. Mais de quelle façon, dans quel cas l'intention de dormir peut-elle être perturbée? La perturbation peut provenir d'une excitation interne ou d'une excitation externe. Considérons d'abord le cas le moins clair et le plus intéressant, celui de la perturbation venant de l'intérieur. L'expérience nous montre que ce qui excite à la formation du rêve, ce sont les restes diurnes, des investissements de pensée qui ne se sont pas soumis au retrait général des investissements, mais ont retenu, en dépit de celui-ci, une certaine quantité d'intérêt, libidinal ou autre. Ici, le narcissisme du sommeil a donc dû admettre d'emblée une exception, et c'est avec celle-ci que s'amorce la formation du rêve. Ces restes diurnes, nous en faisons connaissance dans l'analyse sous la forme des pensées latentes du rêve, et nous sommes forcés, d'après leur nature comme en raison de l'ensemble de la situation, d'y reconnaître des représentations préconscientes des ressortissants du système PCS. Pour pousser plus avant notre explication de la formation du rêve, nous avons à surmonter certaines difficultés. Le narcissisme de l'état de sommeil signifie bien le retrait de l'investissement de toutes les représentations d'objets, aussi bien des parties inconscientes que des parties préconscientes de celles-ci. Si donc certains restes diurnes sont restés investis, on n'admettra pas sans réserve que ceux-ci acquièrent pendant la nuit assez d'énergie pour contraindre la conscience à leur prêter attention. On est plutôt enclin à admettre que l'investissement qui leur reste est beaucoup plus faible que celui qui leur appartenait pendant la journée. Sur ce point, l'analyse nous épargne de plus amples spéculations en nous démontrant que ces restes diurnes, s'ils veulent se mettre au rang des formateurs du rêve, doivent recevoir un renforcement qui trouve sa source dans l'émotion pulsionnelle inconsciente. Cette hypothèse ne présente d'abord pas de difficulté, car nous devons croire que le niveau de la censure entre PCS et ICS est très abaissé dans le sommeil. La circulation entre les deux systèmes étant donc plutôt facilitée. Mais une autre difficulté ne peut être passée sous silence.
S'il est vrai que l'état narcissique du sommeil a eu pour conséquence le retrait de tous les investissements des systèmes ICS et PCS, il n'est plus possible que les restes diurnes préconscients tirent un renforcement d'émotions pulsionnelles inconscientes, celles-ci ayant elles-mêmes abandonné leur investissement au moins. La théorie de la formation du rêve débouche ici dans une contradiction, à moins qu'elle ne soit sauvée par une modification de l'hypothèse sur le narcissisme du rêve. Une hypothèse limitative du même ordre ne peut non plus être évitée dans la théorie de la démence précoce, comme il apparaîtra ultérieurement. On ne peut que l'exprimer ainsi. La partie refoulée du système ICS n'obéit pas au désir de dormir provenant du moi. Elle conserve son investissement entièrement ou en partie, et d'une façon générale, elle s'est acquis par suite du refoulement un certain degré d'indépendance à l'égard du moi. Une autre conséquence, c'est qu'un certain quantum de dépenses de refoulement, de contre-investissement, devra également être maintenu en éveil tout le long de la nuit afin de parer aux dangers pulsionnels, bien que l'inaccessibilité de toutes les voies qui mènent à la libération d'affect et à la motilité puisse diminuer considérablement le niveau du contre-investissement nécessaire. Nous pourrions donc dépeindre ainsi la situation qui conduit à la formation du rêve. Le désir de dormir cherche à faire rentrer tous les investissements envoyés à partir du moi et à établir un narcissisme absolu. Cela ne peut réussir que partiellement, car le refoulé du système ICS n'obéit pas au désir de dormir. Une partie des contre-investissements doit donc aussi être maintenue en éveil et la censure entre ICS et PCS doit persister, même si ce n'est pas avec toute sa force. Aussi loin que s'étend la domination du moi, tous les systèmes sont vidés d'investissement. Plus les investissements pulsionnels ICS sont forts, plus labile est le sommeil. Nous connaissons aussi le cas extrême où le moi renonce au désir de dormir parce qu'il se sent incapable d'inhiber l'émotion refoulée, libérée pendant le sommeil. En d'autres termes, il renonce au sommeil parce qu'il a peur de ses rêves. Plus tard, nous nous rendrons compte des importantes conséquences qu'entraîne l'hypothèse de l'insubordination d'émotions refoulées. Continuons pour le moment à étudier la situation qui correspond à la formation du rêve. Nous devons prendre en considération une seconde sorte d'effraction dans le narcissisme. L'éventualité mentionnée plus haut que quelques-unes des pensées diurnes préconscientes se montrent elles aussi résistantes et retiennent une partie de leur investissement. Les deux cas peuvent être, dans leur fond, identiques. La résistance des restes diurnes peut éventuellement être rapportée à une connexion avec des motions inconscientes qui existent déjà dans l'état de veille. Ou bien les faits sont un peu moins simples, et les restes diurnes qui n'ont pas été complètement vidés ne se mettent en relation avec le refoulé que dans l'état de sommeil, grâce à la communication qui est alors plus facile entre PCS et ICS. Dans les deux cas, il en résulte le même pas décisif dans la formation du rêve. Le désir préconscient du rêve est formé, qui donne expression à la motion inconsciente dans le matériel des restes diurnes préconscients. Ce désir du rêve devrait être distingué nettement des restes diurnes. Il n'a pas nécessairement existé dans l'état de veille, il peut déjà révéler le caractère irrationnel que tout ce qui est inconscient porte en soi, lorsqu'on le traduit dans le conscient. Le désir du rêve ne doit pas non plus être confondu avec l'émotion de désir qui pouvait se trouver sans. Bien sûr que ce soit nécessaire parmi les pensées du rêve préconsciente, latentes.
Mais s'il existait de tels désirs préconscients, le désir du rêve vient s'y associer, les renforçant de la manière la plus efficace. Considérons maintenant quels vont être désormais les destins de cette notion de désir qui représente dans son essence une revendication pulsionnelle inconsciente et qui, dans le préconscient, s'est constitué en désir du rêve, fantasme accomplissant le désir. La, la réflexion, la réflexion nous montre qu'elle pourrait trouver à se liquider dans trois voies différentes. Soit ce qui serait la voie normale à l'état de veille, accéder en exerçant sa poussée du PCS jusqu'à la conscience, soit en tournant le CS, se procurer une décharge motrice directe, soit emprunter cette voie imprévisible que l'observation en fait nous permet de repérer. Dans le premier cas, elle deviendrait une idée délirante, avec pour contenu l'accomplissement de désirs, mais cela ne se produit jamais dans l'état de sommeil. Peu familiarisés comme nous le sommes avec les conditions métapsychologiques des processus psychiques, ce fait nous fournit peut-être l'indication qu'un système complètement vidé devient de ce fait peu accessible aux incitations. Le second cas, celui de la décharge motrice directe, devrait être exclu en raison du même principe, car l'accès à la motilité se trouve normalement encore un peu plus loin de la censure de la conscience, mais il peut être exceptionnellement observé sous la forme du somnambulisme. Nous ne savons pas quelles conditions rendent cela possible, ni pourquoi le somnambulisme ne se produit pas plus souvent. Ce qu'on constate en fait dans la formation du rêve, c'est une option très remarquable et tout à fait imprévue. Le processus, commencé dans le PCS et renforcé par l'ICS, prend une voie rétrograde à travers l'ICS vers la perception qui s'impose à la conscience. Cette régression est la troisième phase de la formation du rêve. Répétons ici, pour donner une vue d'ensemble, les phases précédentes. Renforcement des rêves diurnes PCS par l'ICS, instauration du désir du rêve. Nous appelons une telle régression topique, pour la distinguer de la régression temporelle, ou régression dans l'histoire du développement mentionnée plus haut. L'une et l'autre ne coïncident pas toujours nécessairement, mais elles le font précisément dans l'exemple en question. Le rebroussement du cours de l'excitation du PCS à travers l'ICS jusqu'à la perception est en même temps le retour au stade ancien de l'accomplissement hallucinatoire du désir. On sait depuis l'interprétation du rêve de quelle manière procède la régression des restes diurnes préconscients dans la formation du rêve. On sait depuis l'interprétation du rêve de quelle manière procède la régression des restes diurnes préconscients dans la formation du rêve. Des pensées y sont transposées en images, principalement visuelles, donc des représentations de mots sont ramenées aux représentations de choses qui leur correspondent. Comme si dans l'ensemble, une prise en considération de la figurabilité donnait le processus. La régression, une fois accomplie, il reste une série d'investissements dans le système ICS. La régression, une fois accomplie, il reste une série d'investissements dans le système ICS, des investissements de souvenirs de choses sur lesquelles le processus psychique primaire exerce son action jusqu'à ce qu'il ait formé le contenu manifeste du rêve en condensant ses souvenirs et en déplaçant de l'un à l'autre les investissements. C'est seulement lorsque les représentations de mots par les restes diurnes, c'est seulement lorsque les représentations de mots parmi les restes diurnes sont des restes frais et actuels des perceptions,
C'est seulement lorsque les représentations de mots parmi les restes diurnes sont des restes frais et actuels de perception, et non pas l'expression de pensée, qu'elles sont traitées comme des représentations de choses et subsistent en elles-mêmes les effets de la condensation et du déplacement. D'où la règle donnée dans l'interprétation du rêve, depuis lors confirmée jusqu'à l'évidence, selon laquelle les mots et les paroles du contenu du rêve ne sont pas des créations nouvelles, mais sont formés à partir de paroles du jour précédant le rêve, ou à partir d'autres impressions fraîches, pouvant provenir aussi de lectures. Il est très remarquable de voir combien le travail du rêve s'attache peu aux représentations de mots. Il est à chaque instant prêt à échanger les mots les uns pour les autres, jusqu'à ce qu'il trouve l'expression qui offre à la figuration plastique le plus de commodité. Ici apparaît la différence décisive entre le travail du rêve et la schizophrénie. Dans celle-ci, ce sont les mots eux-mêmes dans lesquels était exprimée la pensée préconsciente qui deviennent l'objet de l'élaboration par le processus primaire. Dans le rêve, ce ne sont pas les mots, mais les représentations de choses auxquelles les mots ont été ramenés. Ouais, donc ici apparaît la différence décisive entre le travail du rêve et la schizophrénie. Dans la schizophrénie, ce sont les mots eux-mêmes dans lesquels était exprimée la pensée préconsciente qui deviennent l'objet de l'élaboration par le processus primaire. Dans le rêve, ce ne sont pas les mots, mais les représentations de choses auxquelles les mots ont été ramenés. Le rêve connaît une régression topique, ce qui n'est pas le cas pour la schizophrénie. Dans le rêve, la circulation est libre entre investissement de mots, PCS, et investissement de choses, ICS. Il est caractéristique de la schizophrénie que cette circulation soit coupée. Les interprétations de rêve que nous faisons dans la pratique psychanalytique affaiblissent précisément le sentiment que nous avons de cette différence. Lorsque l'interprétation du rêve suit à la trace le coût du travail du rêve, lorsque l'interprétation du rêve suit à la trace le cours du travail du rêve, suit les voies qui conduisent des pensées latentes aux éléments du rêve, découvre le parti qui est tiré du double sens des mots et indique les ponts verbaux qui relient des champs de matériel différents. Elle produit une impression qui est tantôt celle du trait d'esprit, tantôt celle de la schizophrénie, et elle nous fait alors oublier que toutes les opérations portant sur des mots ne sont pour le rêve qu'une préparation à la régression, aux représentations de choses. L'achèvement du processus du rêve tient en ceci que le contenu de pensée, transformé par régression et remanié en un fantasme de désir, devient conscient, comme perception sensorielle, subissant ainsi alors l'élaboration secondaire à laquelle tout contenu perceptif est soumis. Nous disons que le désir du rêve est halluciné et trouve sous forme d'hallucination la croyance en la réalité de son accomplissement. Nous disons que le désir du rêve est halluciné et trouve sous forme d'hallucination la croyance en la réalité de son accomplissement. C'est précisément à cette partie terminale de la formation du rêve que se rattachent les plus grandes incertitudes. Pour les élucider, nous allons comparer le rêve aux étapes pathologiques qui lui sont apparentées. La formation du fantasme de désir et sa régression à l'hallucination sont les parties les plus essentielles du travail du rêve. Mais elles ne sont pas sa propriété exclusive. Au contraire, on les retrouve dans deux états morbides. La confusion hallucinatoire aiguë ou amentia de Ménert et la phase hallucinatoire de la schizophrénie.
Le délire hallucinatoire de la Mencia est un fantasme de désir clairement reconnaissable, souvent tout à fait organisé, comme une belle rêverie diurne. On pourrait parler d'une façon tout à fait générale d'une psychose hallucinatoire de désir, et la retrouver également dans le rêve et l'amnesia. On rencontre aussi des rêves qui ne sont faits de rien d'autre que des fantasmes de désir très riches et non déformés. La phase hallucinatoire de la schizophrénie est bien moins étudiée. En règle générale, en règle générale, elle paraît être de nature composite, mais pourrait correspondre pour l'essentiel à une nouvelle tentative de restitution qui vise à ramener l'investissement libidinal aux représentations d'objets. Dans notre essai sur l'inconscient, nous avons appris à connaître la première tentative de ce genre, le surinvestissement des représentations du moi. Je ne puis pas étendre la comparaison aux autres états hallucinatoires qu'on rencontre dans diverses affections pathologiques, parce que je ne dispose pas dans leur cas d'une expérience personnelle et ne puis utiliser celle des autres. Pardon. Parce que je ne dispose pas dans leur cas d'une expérience personnelle et ne puis utiliser celle des autres. Qu'il soit bien clair pour nous que la psychose hallucinatoire de désir, dans le rêve ou ailleurs, aboutit à deux résultats qui ne coïncident en aucune façon. Elle n'amène pas seulement à la conscience des désirs cachés ou refoulés, mais elle les figure aussi, avec une croyance entière comme accomplie. Il convient de comprendre la rencontre de ces deux faits. On ne peut absolument pas affirmer que les désirs inconscients devraient, une fois qu'ils sont devenus conscients, être tenus pour des réalités, car on sait que notre jugement est tout à fait capable de distinguer des réalités, de représentations et de désirs si intenses soient-ils. Par contre, il semble justifié d'admettre que la croyance en la réalité est liée à la perception par les sens. Une fois qu'une pensée a trouvé la voie de la régression jusqu'au strass mnésique d'objets inconscients et de là jusqu'à la perception, nous acceptons sa perception pour elle. L'hallucination implique donc la croyance en la réalité. On peut maintenant se demander quelle est la condition pour la survenue d'une hallucination. La première réponse serait c'est la régression. De sorte qu'on remplacerait la question de l'origine de l'hallucination par celle du mécanisme de la régression. Nous ne serions pas en peine de répondre à cette dernière question en ce qui concerne le rêve. La régression des pensées de rêve PCS aux images mnésiques de choses est évidemment la conséquence de l'abstraction que ces représentations pulsionnelles ICS, par exemple des souvenirs refoulés d'expériences vécues, exercent sur les pensées formulées en mots. Mais nous apercevons bientôt que nous sommes engagés sur une fausse piste. Si le secret de l'hallucination n'était autre que celui de la régression, toute régression suffisamment intense devrait produire une hallucination avec croyance en la réalité. Mais nous connaissons très bien ces cas où une méditation régressive amène à la conscience des images mnésiques visuelles très nettes que nous ne considérons pas un instant pour autant comme une perception réelle. Nous pourrions aussi très bien nous représenter que le travail du rêve parvienne jusqu'à telle image mnésique et rende consciente celle qui était jusqu'ici inconsciente, nous présentant le mirage d'un fantasme de désir qui nous ferait éprouver une intense aspiration sans que nous le tenions pour l'accomplissement réel du désir. L'hallucination doit donc être plus que le fait de ranimer régressivement des images mnésiques qui sont en soi ICS. L'hallucination, doit donc être plus que le fait de ranimer régressivement des images mnésiques qui sont en soi ICS.
De plus, n'oublions pas qu'il est d'une grande importance pratique de distinguer les perceptions des représentations, si intensément mémorisées qu'elles soient. L'ensemble de notre relation au monde extérieur, à la réalité, dépend de cette capacité. Suivant la fiction que nous avons avancée, nous n'avons pas toujours possédé cette capacité, et au début de notre vie psychique, nous hallucinions réellement l'objet satisfaisant lorsque nous ressentions le besoin de celui-ci. Suivant la fiction que nous avons avancée, nous n'avons pas toujours possédé cette capacité, et au début de notre vie psychique, on recommence. De plus, on recompte. De plus, n'oublions pas qu'il est d'une grande importance pratique de distinguer les perceptions des représentations, si intensément mémorisées qu'elles soient. L'ensemble de notre relation au monde extérieur, à la réalité, dépend de cette capacité. Suivant la fiction que nous avons avancée, nous n'avons pas toujours possédé cette capacité. Et au début de notre vie psychique, nous hallucinions réellement l'objet satisfaisant lorsque nous ressentions le besoin de celui-ci. Mais dans un tel cas, la satisfaction ne se produisait pas, et cet échec doit nous avoir très tôt conduit à créer un dispositif à l'aide duquel une telle perception du désir put être distinguée d'un accomplissement réel, et par la suite évitée. En d'autres termes, nous avons très tôt abandonné la satisfaction hallucinatoire du désir et instauré une sorte d'épreuve de réalité. La question est maintenant de savoir en quoi consista cette épreuve de réalité et comment la psychose hallucinatoire du désir du rêve et de l'amentia parvint à l'abolir et à se restaurer l'ancien mode de satisfaction. On peut fournir la réponse si l'on en vient à déterminer avec plus de précision le troisième de nos systèmes psychiques, le système CS, que jusqu'ici nous n'avons pas distingué nettement du PCS. Déjà dans l'interprétation du rêve, nous avons dû nous décider à considérer la perception consciente comme la fonction d'un système particulier. Nous avons doté ce système de certaines propriétés remarquables, et nous aurons de bonnes raisons pour lui attribuer d'autres caractères encore. Ce système que nous avons nommé dans cet ouvrage système P, nous le faisons coïncider avec le système CS, dont le travail régit en règle générale l'accès à la conscience. Mais malgré tout, le fait de devenir conscient ne coïncide pas pleinement avec l'appartenance à un système, puisque nous avons appris que nous pouvons apercevoir des images mnésiques sensorielles sans qu'il soit possible de leur assigner une localisation psychique dans le système CS ou P. Mais nous pouvons encore repousser l'examen de cette difficulté jusqu'à ce que nous puissions placer le système CS lui-même au centre de notre intérêt. Dans le présent contexte, on peut nous accorder cette hypothèse. L'hallucination consiste en un investissement du système CSP, un investissement qui ne se produit pas comme il serait normal de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et elle a pour condition nécessaire que la régression aille jusqu'à atteindre ce système lui-même et puisse ainsi se placer au-delà de l'épreuve de réalité. J'ajoute en complément qu'un aspect d'explication de l'hallucination devrait s'attaquer d'abord non pas à l'hallucination positive, mais plutôt à l'hallucination négative. Dans un contexte antérieur, pulsion et destin des pulsions, nous avons considéré que l'organisme, encore en état de détresse, avait la capacité de se procurer une première orientation dans le monde grâce à ses perceptions, en distinguant dehors et dedans, selon leur relation avec une action musculaire.
Une perception qu'une action peut faire disparaître est reconnue comme extérieure, comme réalité. Si cette action ne change rien, c'est que la perception vient de l'intérieur du corps, elle n'est pas réelle. Une perception qu'une action peut faire disparaître est reconnue comme extérieure, comme réalité. Si cette action ne change rien, c'est que la perception vient de l'intérieur du corps, elle n'est pas réelle. C'est une chose précieuse pour l'individu de posséder un tel signe distinctif de la réalité, signe qui est en même temps un moyen de se protéger de la réalité, et il voudrait bien être pourvu d'un pouvoir semblable contre ses revendications pulsionnelles souvent inexorables. C'est pour cela qu'il se donne tant de peine pour déplacer à l'extérieur, pour projeter ce qui venant de l'intérieur lui devient important. C'est pour cela qu'il se donne tant de peine pour déplacer à l'extérieur, pour projeter ce qui venant de l'intérieur lui devient important. Cette fonction d'orientation dans le monde, grâce à la distinction entre intérieur et extérieur, nous devons l'attribuer au seul système CSP, maintenant que nous avons disséqué de façon poussée l'appareil psychique. Le CS doit disposer d'une innervation motrice qui permet de décider si on peut faire disparaître la perception ou si celle-ci se révèle résistante, ou si celle-ci se révèle résistante. L'épreuve de réalité n'a pas à être autre chose que ce dispositif. Nous parlerons ultérieurement de la distinction entre une épreuve d'actualité et une épreuve de réalité. Nous ne pouvons rien énoncer de plus précis à ce sujet, car nous connaissons trop mal la nature et le mode de fonctionnement du système CS. Nous poserons l'épreuve de réalité comme l'une des grandes institutions du moi, à côté des censures dont nous connaissons l'existence entre les systèmes psychiques. Et nous escomptons que l'analyse des affections narcissiques nous permettra de découvrir d'autres institutions du même genre. Par contre, dès maintenant, la pathologie peut nous apprendre de quelle façon l'épreuve de réalité peut être abolie ou mise hors d'activité. Et cela, nous le verrons d'une façon plus indubitable dans la psychose de désir, l'amentia, que dans le rêve. L'amentia est la réaction à une perte que la réalité affirme, mais que le moi doit dénier parce qu'insupportable. Le moi rompt alors la relation à la réalité. Il retire au système des perceptions, au système CS, l'investissement, ou peut-être pour mieux dire un investissement dont la nature particulière pourra faire l'objet d'une recherche supplémentaire. Le moi se détournant ainsi de la réalité, l'épreuve de réalité est mise à l'écart. Les fantasmes de désir, non refoulés et tout à fait conscients, peuvent pénétrer dans le système et sont de là reconnus comme une meilleure réalité. Un tel retrait peut être mis au nombre de processus de refoulement. L'amentia nous présente le spectacle intéressant d'un moi faisant scission d'avec un de ses organes, celui qui était peut-être son plus fidèle serviteur et qui lui était lié de la façon la plus intime. Note, à partir de là, on peut risquer la supposition que les hallucinations toxiques, par exemple le délire alcoolique, que les hallucinations toxiques, par exemple le délire alcoolique, pourraient être comprises elles aussi d'une façon analogue. La perte insupportable infligée par la réalité serait précisément celle de l'alcool. L'apport d'alcool supprime les hallucinations. Ce qui, dans l'amentia est le résultat du refoulement, et dans le rêve, l'effet d'un renoncement spontané. L'état de sommeil ne veut rien savoir du monde extérieur. Il ne s'intéresse pas à la réalité, ou ne s'y intéresse que dans la mesure où l'abandon de l'état de sommeil, le réveil, est en cause.
Il retire donc aussi l'investissement du système CS. De même que des autres systèmes, PCS et ICS, pour autant que les positions qui s'y trouvent obéissent au désir de dormir. Avec cet état de désinvestissement du système CS, la possibilité avec cet état de désinvestissement du système CS, la possibilité d'une épreuve de réalité est abandonnée, et les excitations qui, indépendamment de l'état de sommeil, ont pris la voie de la régression, trouveront cette voie libre jusqu'au système CS, dans lesquels elles prendront la valeur d'une réalité incontestée. Note le principe de l'inexcitabilité des systèmes non investis apparaît ici comme invalide en ce qui concerne le CS, mais il ne s'agit peut-être que d'une suppression partielle de l'investissement. Et en ce qui concerne précisément le système perception, nous serons forcés d'admettre un bon nombre de conditions d'excitation qui diffèrent beaucoup de celles d'autres systèmes, Nous ne voulons nullement voiler ou enjoliver le caractère incertain et tâtonnant de ces considérations métapsychologiques. Seule une étude plus approfondie nous permettra de parvenir à un certain degré de vraisemblance. En ce qui concerne la psychose hallucinatoire de la démence précoce, nos considérations nous amènent à conclure qu'elle ne peut pas appartenir aux symptômes initiaux de l'affection. Elle ne devient possible que lorsque le moi du malade est suffisamment décomposé pour que l'épreuve de réalité ne fasse plus obstacle à la hallucination. Concernant la psychologie des processus du rêve, nous arrivons au résultat que tous les caractères essentiels du rêve sont déterminés. Nous arrivons au résultat que, concernant la psychologie des processus du rêve, nous arrivons au résultat que tous les caractères essentiels du rêve sont déterminés par cette condition, l'état de sommeil. Le vieil Aristote a finalement raison en tout point avec sa formule d'apparence insignifiante. Le rêve est l'activité psychique du dormeur. Nous avons pu préciser un reste d'activité psychique rendu possible du fait que l'état narcissique du sommeil ne peut pas s'établir sans restriction. Sans rendre un son bien différent de ce que les psychologues et les philosophes ont dit de tout temps. Cette conclusion repose sur des vues tout à fait différentes sur la construction et le fonctionnement de l'appareil psychique. Ces vues ont sur les précédentes l'avantage de nous permettre de comprendre aussi toutes les particularités du rêve. Le vieil Aristote a finalement raison en tout point avec sa formule d'apparence insignifiante. Le rêve est l'activité psychique du dormeur. Nous avons pu préciser, un reste d'activité psychique rendu possible du fait que l'état narcissique du sommeil ne peut pas s'établir sans restriction. Sans rendre un son bien différent de ce que les psychologues et les philosophes ont dit de tout temps. Cette conclusion repose sur des vues tout à fait différentes sur la construction et le fonctionnement de l'appareil psychique. Ces vues ont sur les précédentes l'avantage de nous permettre de comprendre aussi toutes les particularités du rêve. Pour terminer, jetons encore un regard sur l'importance que prend une topique du processus de refoulement pour notre intelligence du mécanisme des troubles psychiques. Dans le rêve, le retrait de l'investissement, libido, intérêt, touche également tous les systèmes,
Dans les névroses de transfert, c'est l'investissement PCS qui est retiré. Dans la schizophrénie, celui de l'ICS. Dans l'amentia, celui du CS.